En 1954, dans les vastes ateliers de l'usine Hotchkiss à Saint-Denis, au nord de Paris, le bruit des machines-outils commence à changer de nature. Les chaînes de production qui, pendant des décennies, avaient usiné les blocs d'acier massifs des mitrailleuses de l'armée française, sont progressivement démontées. À la place, les ouvriers assemblent des pièces d'automobiles civiles et des véhicules utilitaires sous licence. C'est la fin silencieuse d'un empire. Le nom Hotchkiss, gravé sur le métal d'une arme qui avait littéralement tenu les tranchées de Verdun en 1916, est en train d'être rayé des registres de dotation de première ligne pour faire place à de nouveaux standards de l'après-guerre. Le paradoxe institutionnel est brutal. 40 ans plus tôt, alors que les arsenaux d'État de Puteaux et de Saint-Étienne luttaient contre une bureaucratie étouffante et des mécanismes trop complexes, c'est cette entreprise privée qui avait sauvé l'infanterie française. La mitrailleuse Hotchkiss, avec son système novateur d'emprunt des gaz et son lourd canon à ailettes refroidi par air, avait imposé sa loi sur le champ de bataille par sa robustesse implacable. Pourtant, aujourd'hui, dans l'esprit du grand public français, ce nom n'évoque presque plus qu'une marque de voiture de collection prestigieuse. Mais la véritable histoire de la mitrailleuse Hotchkiss n'est pas celle d'une simple reconversion civile réussie. C'est l'histoire d'une fracture institutionnelle. C'est le récit d'une ingénierie privée visionnaire qui a su répondre à l'urgence absolue de la guerre avant d'être inéluctablement broyée par le conservatisme, la pression de la standardisation mondiale et la lente réorganisation d'une souveraineté militaire qui ne voulait plus dépendre d'elle. Le regard porté sur ce programme industriel restera ici strictement historique, observant les choix techniques d'une époque révolue sans jamais fournir la moindre instruction opérationnelle ou technique. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures et des décisions industrielles qui ont façonné la mémoire nationale et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire de la mitrailleuse Hotchkiss ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à Saint-Denis, dans les années 1890. L'histoire de ce bouleversement institutionnel ne commence pas dans les tranchées, mais dans les bureaux feutrés de la capitale française et les ateliers fumants de la banlieue parisienne à la fin du 19e siècle. En 1893, l'armée française est encore en train de digérer la révolution qu'elle a elle-même déclenchée 7 ans plus tôt. L'invention de la poudre sans fumée, une poudre plus moderne qui a transformé les armes militaires à la fin du 19e siècle, en éliminant les nuages opaques qui trahissaient la position des tireurs, a rendu toutes les tactiques d'infanterie précédentes obsolètes. Mais un nouveau problème, bien plus redoutable, se profile à l'horizon des états-majors européens. Le tir automatique. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, n'est plus seulement envisagé pour un tir coup par coup, mais pour cracher des centaines de balles à la minute. Ailleurs dans le monde, l'Américain Hiram Maxim a déjà prouvé que cela était possible en utilisant l'énergie du recul et une lourde enveloppe remplie d'eau pour refroidir le métal. Le ministère de la Guerre français observe, étudie, mais hésite. Ce que l'armée française ne possède pas dans ces années 1890, c'est une arme à feu, un objet qui utilise l'énergie d'une cartouche pour projeter un projectile par un canon, capable de soutenir un tir continu sans dépendre de l'eau, une ressource lourde, rare dans les colonies et sujette au gel en montagne. Plus profondément encore, ce qui manque à la France, c'est une capacité d'innovation rapide. Les arsenaux d'État, comme la manufacture d'armes de Saint-Étienne ou l'atelier de construction de Puteaux, sont de formidables outils de production, mais ils sont soumis à la lenteur administrative, aux commissions d'experts et à une bureaucratie qui étouffe l'urgence sous les rapports techniques. C'est dans cette faille institutionnelle qu'une entreprise privée va s'engouffrer. À Saint-Denis, au nord de Paris, la société anonyme des anciens établissements Hotchkiss et compagnie est une véritable forteresse industrielle. Fondée par Benjamin Berkeley Hotchkiss, un ingénieur américain venu s'installer en France après la guerre de 1870, l'usine est déjà célèbre pour ses canons à tir rapide et ses munitions navales. Bien que son fondateur soit décédé en 1885, la culture de l'entreprise reste intacte. Elle est agile, agressive sur le plan commercial et financée par des capitaux privés
qui n'ont pas besoin de l'approbation du Parlement pour lancer un prototype. L'étincelle se produit lorsqu'un officier de cavalerie autrichien, le baron Adolf Otkolek von Uyezd, arrive à Paris avec un brevet. Otkolek n'a pas les moyens industriels de fabriquer son invention, mais il a une idée brillante. Utiliser les gaz générés par le tir non pas pour faire reculer le canon, mais pour actionner directement le mécanisme. La direction de Hotchkiss, menée par l'ingénieur américain Laurence Benet et son assistant français Henri Mercier, achète le brevet et transforme cette idée brute en une réalité industrielle. Ils mettent au point le principe de l'emprunt de gaz, un système historique où une petite partie des gaz brûlants est déviée par un orifice dans le canon pour repousser un piston, lequel va déverrouiller le mécanisme, éjecter l'étui vide et recharger l'arme automatiquement. Pour résoudre le problème de la chaleur sans utiliser d'eau, ils imaginent un refroidissement par air massif. Le canon est entouré de larges ailettes circulaires en acier forgé, destinées à dissiper la chaleur directement dans l'atmosphère. En 1897, la société Hotchkiss présente son premier modèle abouti. C'est une mitrailleuse, une arme automatique conçue pour un tir soutenu, souvent servie par une équipe ou montée sur support. Lourde, imposante, mais d'une simplicité mécanique brutale. L'entreprise privée propose son arme à l'État français. L'adoption, la décision officielle d'intégrer un modèle dans le service, s'annonce pourtant complexe. Le ministère de la Guerre teste l'arme. Les résultats sont impressionnants de fiabilité. Pourtant, la décision qui tombe est un compromis teinté de fierté institutionnelle. La mitrailleuse Hotchkiss modèle 1897, puis sa version améliorée de 1900, sont achetées en petite quantité, mais elles sont reléguées aux marges de l'Empire. Elles sont envoyées aux troupes coloniales en Afrique, où l'eau pour les mitrailleuses Maxim manque cruellement, et aux chasseurs alpins, qui apprécient de ne pas avoir à transporter des bidons d'eau glacée sur les crêtes enneigées. Mais pour l'armée métropolitaine, pour le cœur de l'infanterie française, la doctrine refuse de céder. Le commandement militaire estime qu'une arme de cette importance stratégique ne peut pas dépendre d'une usine privée. La souveraineté nationale exige qu'une arme réglementaire, un équipement officiellement validé et distribué massivement par l'État, soit conçu par des ingénieurs de l'État, fabriqué dans des arsenaux de l'État et inspecté par des contrôleurs de l'État. L'atelier de construction de Puteaux reçoit l'ordre de concevoir une alternative nationale. Les ingénieurs militaires, refusant de payer des brevets à Hotchkiss, créent le modèle Puteaux 1905, puis la manufacture de Saint-Étienne accouche de la mitrailleuse Saint-Étienne, modèle 1907. Ces armes d'État sont des merveilles de complexité théorique. Le tireur peut ajuster la cadence de tir, les mécanismes sont inversés, les pièces sont des chefs-d'œuvre d'usinage complexe. Mais cette ingénierie de laboratoire cache un piège. Dans la poussière, la boue et le stress du combat, la complexité n'est pas une vertu, c'est une condamnation à mort. Pendant que l'État français s'enferme dans son orgueil industriel et s'acharne à produire sa propre mitrailleuse complexe, l'usine de Saint-Denis continue de tourner. L'entreprise privée affine ses chaînes de montage, améliore la qualité de son acier, exporte vers le Japon, vend au Mexique et perfectionne son arme jusqu'à aboutir au modèle 1914. Un programme d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester et produire une arme, se déroulait de manière parallèle, l'un poussé par le dogme étatique, l'autre par le pragmatisme industriel privé. L'arme privée avait techniquement vaincu les doutes, mais la doctrine militaire française refusait encore de lui confier le destin de ses soldats de première ligne. Il faudrait un désastre à l'échelle d'un continent pour forcer l'État à admettre que ses propres arsenaux ne suffiraient pas et que la survie du pays allait dépendre des machines de Saint-Denis. En août 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la réalité du terrain vient briser avec une violence inouïe les illusions des commissions parisiennes. L'armée française s'élance avec une doctrine fondée sur l'offensive à outrance. Dans ce schéma théorique, la mitrailleuse lourde est perçue par de nombreux stratèges comme une arme presque défensive, lourde, logistiquement encombrante et secondaire par rapport à la mobilité de l'infanterie ou à la puissance foudroyante du canon de 75 mm. Le ministère de la Guerre avait misé sa confiance et ses budgets sur la mitrailleuse
Saint-Étienne modèle 1907, le produit phare de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Mais dès les premiers mois de combat, dans la boue de la Marne et les terres nord retournées de l'Aisne, un effondrement technologique et doctrinal monumental se produit. La mitrailleuse de l'État, complexe, conçue avec des engrenages inversés ressemblant à une horlogerie fine, s'enraye. La boue, le froid, la poussière et le sang figent ces mécanismes délicats. Les rapports désespérés remontent des unités combattantes vers Paris. Les fantassins se font faucher et les armes réglementaires françaises refusent de tirer au moment le plus critique. Le problème n'était pas seulement mécanique, le problème était profondément institutionnel. L'atelier de construction de Puteaux et la manufacture d'armes de Saint-Étienne, malgré leurs immenses ressources, ne pouvaient ne pas réinventer une arme sous le feu ennemi. La pression de guerre, la production d'urgence et la réalité du terrain, la force inévitable qui déchire toujours les plans conçus en temps de paix, exigent une solution immédiate. Il faut alors se tourner d'urgence vers l'usine privée de Saint-Denis, celle que le commandement militaire avait si longtemps tenue à l'écart. C'est ici qu'intervient la percée fulgurante de la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Ce n'est pas une arme élégante, c'est un bloc massif de 24 kg de fer, d'acier et de bronze, posé sur un lourd trépied omnidirectionnel. Mais là où la Saint-Étienne cherchait la sophistication théorique, l'Hotchkiss impose une brutalité mécanique absolue. Pour comprendre pourquoi cette arme a survécu à l'enfer industriel et militaire, il faut observer son fonctionnement brut. L'arme utilise le principe de l'emprunt de gaz. Un système historique où une petite partie des gaz brûlants est déviée par un orifice dans le canon pour repousser un piston, lequel va déverrouiller le mécanisme, éjecter l'étui vide et recharger l'arme automatiquement. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, est exceptionnellement lourd et sain, de larges disques d'acier forgé conçus pour dissiper la chaleur sans utiliser une seule goutte d'eau. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, est d'une simplicité désarmante, ne comptant que quelques pièces mobiles massives qui ne craignent ni la crasse ni les chocs. La chambre, l'espace où la cartouche se place avant le tir, accueille la munition réglementaire française, le célèbre 8,50 mm Lebel. Cette cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre sans fumée et le projectile, est puissante, mais possède un bourrelet prononcé, ce qui complique historiquement l'alimentation automatique. Pour résoudre ce problème mécanique, l'entreprise Hotchkiss n'a pas copié les fragiles bandes en toile utilisées par l'américain Maxim ou l'allemand Spandau. La firme a conçu de lourdes bandes rigides en laiton, puis en acier embouti, contenant chacune 24 cartouches. Un système de pignon interne, entraîné par le piston des gaz, tire la bande d'un cran avec une force mécanique inexorable après chaque détonation. C'est un tir automatique, un système historique où le tir peut se poursuivre tant que le mécanisme fonctionne et que les munitions sont disponibles, qui ne laisse aucune place à la subtilité. Le retournement institutionnel est alors spectaculaire. En 1911, la Commission des armes portatives et le ministère de la Guerre doivent ravaler leur fierté face à l'urgence nationale. L'État signe des contrats gigantesques et ordonne l'adoption officielle et massive de l'Hotchkiss pour équiper l'ensemble de l'armée métropolitaine. Ce qui n'était qu'une arme de seconde ligne reléguée aux troupes coloniales et aux unités de chasseurs alpins devient subitement le bouclier principal de la République. Le programme d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester et produire une arme dans des conditions normales, est complètement court-circuité par le pragmatisme imposé par les tranchées. Les chaînes de montage de l'entreprise privée explosent de productivité. Les inspecteurs de l'État, qui critiquaient autrefois l'arme, sont maintenant envoyés dans les ateliers de la société Hotchkiss, non pas pour ralentir la production avec des normes pointilleuses, mais pour supplier l'usine d'accélérer les cadences. La dotation, l'attribution officielle d'une arme à une force armée, bascule du tout au tout. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, cœur battant de l'industrie d'État, est même contrainte par Paris de cesser la production de son propre modèle défaillant pour se mettre à usiner des pièces de la mitrailleuse Hotchkiss sous licence. C'est l'humiliation ultime pour le dogme de l'arsenal public. Le modèle conçu par le secteur privé est officiellement devenu la norme nationale de survie. Sur la ligne de front,
l'arme dicte une nouvelle manière industrielle de combattre. L'organisation autour de la pièce est millimétrée. Un tireur maintient la détente. La pièce que le tireur presse pour déclencher le mécanisme de tir, pendant qu'un pourvoyeur glisse inlassablement les plaques métalliques dans le couloir d'alimentation. Les bandes vides sont crachées avec force de l'autre côté. C'est une machine lourde, épuisante à déplacer sous le feu, mais l'acier usiné à Saint-Denis ne s'enraye presque jamais, même lorsqu'il est maculé par la boue crayeuse de la Champagne ou figé par le gel de l'hiver. Les usines Hotchkiss de Levallois-Perret, de Saint-Denis et bientôt de Lyon tournent jour et nuit, employant des milliers d'ouvriers, de femmes, de techniciens pour nourrir le front. Hotchkiss a réussi l'impossible. Plier l'administration militaire française à sa volonté, non par des tractations politiques, mais par la seule et incontestable épreuve du feu. L'entreprise est passée du statut d'outsider industriel, toléré, à celui de pilier indispensable de la souveraineté militaire de la France. La mitrailleuse à emprunt de gaz s'est imposée comme le triomphe écrasant de l'ingénierie privée. L'arme avait trouvé sa place et littéralement sauvé les tranchées. Mais le système industriel massif qui devait la soutenir commençait déjà à se figer en un piège monumental. L'année 1916 marque le point culminant de cette trajectoire industrielle. Si l'adoption officielle par le ministère de la Guerre avait été une victoire bureaucratique arrachée dans l'urgence, la bataille de Verdun consacre une réalité beaucoup plus brutale. La mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 n'est plus seulement une arme réglementaire de substitution, elle est devenue l'épine dorsale de la défense nationale française. Dans le paysage lunaire des collines de la Meuse, où l'artillerie pilonne sans relâche et où la boue avale les hommes, la mécanique rustique conçue à Saint-Denis prouve qu'elle appartient à une classe à part. Le système de tir de l'arme, lourd et monolithique, semble ignorer les éléments extérieurs. Alors que la mitrailleuse d'État, la fragile Saint-Étienne, modèle 1907, s'étouffait dans la poussière de craie et refusait de cycler, le piston massif de l'Hotchkiss, mu par la force implacable des gaz, continue d'arracher les douilles vides et d'introduire de nouvelles cartouches avec une régularité mécanique terrifiante. C'est à ce moment précis que l'échelle du conflit transforme l'entreprise privée en un titan absolu de la production de guerre. Un état d'urgence où les usines se dilatent, embauchent et se restructurent pour répondre à une demande qui semble infinie. À Saint-Denis et à Levallois-Perret, les ateliers ne dorment plus. Le tout nouveau ministère de l'Armement, sous la houlette d'Albert Thomas, exige des cadences que personne n'aurait cru possibles en temps de paix. Des milliers de travailleurs et de plus en plus de travailleuses, les fameuses munitionnettes, se relaient jour et nuit devant les tours, les forges et les fraiseuses. L'usinage du boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, demande un acier de première qualité et des heures de travail méticuleux. Mais les chaînes de montage de l'entreprise crachent désormais des centaines d'armes par mois, puis par semaine. L'immense usine de Lyon est également mise à contribution pour absorber le choc des commandes d'État, étendant l'empire de la marque à travers le pays. L'ampleur du déploiement devient vertigineuse. Au plus fort du conflit, ce ne sont plus seulement des sections isolées ou des unités coloniales qui reçoivent la lourde mitrailleuse à refroidissement par air. Des dizaines de milliers d'exemplaires sont en service simultané sur le front occidental, des Flandres jusqu'aux Vosges. Les sections de mitrailleuses françaises, reconnaissables à leurs lourds trépieds portés à dos d'homme, saturent le terrain de leurs tirs croisés. Le rituel autour de l'arme dicte la survie des tranchées. Le servant glisse inlassablement des bandes rigides en laiton, puis en acier, de 24 cartouches dans le couloir d'alimentation. Les bandes s'enchaînent sans fin. Les ailettes de refroidissement rougissent dans la nuit sous l'effet de la chaleur extrême de la poudre sans fumée, mais le canon massif ne fond pas et la cadence ne faiblit pas. Le succès institutionnel est tel que la dotation de l'arme dépasse largement les frontières de l'armée française. L'Hotchkiss attire l'attention désespérée des puissances alliées qui luttent pour équiper leurs troupes face à l'hécatombe. Lorsque le corps expéditionnaire américain débarque en France en 1917, il arrive tragiquement sous-équipé en armes automatiques. L'industrie américaine, pourtant gigantesque, n'a pas eu le temps de s'adapter à la réalité industrielle des combats européens. Le commandement américain se tourne alors vers la France et inévitablement vers les usines Hotchkiss.
L'entreprise privée française va fournir des milliers de mitrailleuses, modèle 1914, aux soldats de John J. Pershing, conservant souvent le calibre 8 mm Lebel français pour simplifier la redoutable logistique de l'Alliance. Le paradoxe historique est saisissant. La République américaine, géant industriel naissant, dépend d'une usine de la banlieue parisienne, fondée par un expatrié américain 40 ans plus tôt, pour armer ses propres fils sur le sol européen. Cette exportation massive cimente le statut de l'entreprise. Hotchkiss n'est plus un simple sous-traitant toléré par les arsenaux d'État français. C'est un acteur mondial, un faiseur de standards. La présence de l'arme s'étend aux théâtres d'opérations les plus lointains. Sur le front d'Orient, dans les Balkans ou au Moyen-Orient, l'absence de système de refroidissement par eau se révèle être un avantage logistique majeur dans des régions arides. Les contrats d'exportation pleuvent, la Grèce, le Brésil et le Japon, qui avaient déjà adopté le système lors de la guerre russo-japonaise, consolident leurs liens avec l'armurier privé. À la fin de la guerre, près de 65 000 mitrailleuses Hotchkiss ont été usinées et livrées. L'usine de Saint-Denis avait imposé sa vision mécanique au monde entier. Mais la décision qui semblait résoudre définitivement le problème de l'urgence de guerre allait bientôt enfermer l'entreprise dans une logique technologique qu'elle ne pourrait plus maîtriser. En 1918, l'empreinte industrielle de la société Hotchkiss sur l'effort de guerre français atteint des proportions historiques. L'arme n'est plus seulement fixée sur de lourds trépieds omnidirectionnels dans la boue des Flandres ou de la Somme. Elle est devenue le cœur battant de la nouvelle doctrine mécanique. Lorsque l'armée française déploie le char Renault FT, le premier blindé moderne doté d'une tourelle pivotante à 360 degrés, c'est la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914, raccourcie et adaptée, qui est choisie pour armer la majorité de ces engins révolutionnaires. L'arme née de l'initiative privée accompagne désormais l'infanterie française dans la mécanisation totale du champ de bataille. Les chiffres de l'époque illustrent une victoire écrasante sur l'inertie administrative d'avant-guerre. À la date de l'armistice, les rapports des commissions de l'armement indiquent que près de 47 000 mitrailleuses de ce type ont été usinées, assemblées et livrées à l'armée française. L'usine originelle de Saint-Denis, épaulée par les immenses extensions construites à la hâte à Lyon, ne ressemble plus à un simple rassemblement d'ateliers mécaniques. C'est devenu une véritable forteresse industrielle. Des dizaines de milliers d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs et d'inspecteurs de l'État s'y croisent jour et nuit, orchestrant une standardisation de masse qui surpasse largement les rendements des vieux arsenaux nationaux. Ce triomphe n'est pas seulement logistique, il est profondément doctrinal. Les grandes manufactures d'État, comme la manufacture d'armes de Châtellerault et la manufacture d'armes de Tulle, sont peu à peu réorientées vers d'autres nécessités, laissant de facto le quasi-monopole de la mitrailleuse lourde d'infanterie à l'entreprise fondée par Benjamin Hotchkiss. Le lourd canon cerclé d'ailettes de refroidissement devient une silhouette incontournable de la présence militaire de l'État. Dans les grands dépôts militaires de la métropole, dans les arsenaux coloniaux du Maroc, du Levant jusqu'aux confins de l'Indochine, la caisse en bois contenant cette arme massive dicte la manière dont les forces françaises conçoivent la puissance de feu et le maintien de l'ordre impérial. Pourtant, au cœur même de cet apogée technique et financier, le mécanisme de la chute se met discrètement en place. L'entreprise a bâti tout son empire, toute sa chaîne d'approvisionnement et toute sa renommée sur une seule réponse technique, dictée par une urgence absolue. Le système d'alimentation par bande rigide en métal, qui s'était révélé être un avantage critique pour la fiabilité mécanique dans les cratères de Verdun, commence à montrer ses limites face aux nouvelles doctrines. Ce système nécessite l'attention constante d'un pourvoyeur, reste particulièrement lourd à transporter en mouvement et freine la flexibilité tactique par rapport aux longues bandes articulées souples adoptées par d'autres nations alliées. De surcroît, le calibre historique français de 8 mm, avec son étui à bourrelet obsolète, complique inutilement l'avenir de l'ingénierie des armes automatiques. Hotchkiss avait gagné la guerre, mais la marque s'apprêtait à s'enfermer dans son propre mythe industriel. En novembre 1918, le ministère de la Guerre, subitement soulagé par la paix, se retrouve à la tête de stocks vertigineux. Les budgets militaires s'effondrent d'un seul coup, les immenses appels d'offres s'évaporent,
et l'entreprise privée, hypertrophiée par l'effort de guerre, fait face à un marché national totalement saturé par ses propres créations. Ce succès absolu ne fermait pas la question de l'avenir de l'usine. Il l'agrandissait. L'arme avait trouvé sa place au sommet de l'institution militaire française. Mais l'époque de la guerre de position reculait déjà, amorçant un changement d'ère où ce monument d'acier et cette dépendance au secteur privé deviendraient un fardeau institutionnel incontournable. En 1919, l'usine de Saint-Denis se réveille dans un monde que ses propres cadences de production ont contribué à figer. L'armistice a mis fin à l'urgence, mais il a surtout inauguré une crise de surproduction d'une ampleur inédite. L'armée française, exsangue financièrement et démographiquement, se retrouve assise sur un stock monumental de plusieurs dizaines de milliers de mitrailleuses, Hotchkiss modèle 1914. Ce triomphe logistique absolu se transforme presque instantanément en une paralysie institutionnelle. Pourquoi l'État commanderait-il une nouvelle arme automatique? Pourquoi financerait-il la recherche d'une entreprise privée, alors que les arsenaux d'État, les casernes métropolitaines et les dépôts militaires coloniaux débordent d'un matériel qui vient de remporter la plus grande guerre de l'histoire? Le problème n'était pas seulement budgétaire. Le problème était doctrinal et structurel. La doctrine, le procurement et la lenteur administrative, cette force silencieuse qui décide de l'avenir d'un armement bien avant le premier coup de feu, vont enfermer l'arme dans son propre passé. La mitrailleuse lourde, posée sur son affût massif, avait été l'outil parfait pour une guerre de position où le front ne bougeait que de quelques centaines de mètres par mois. Mais les stratèges des années 1920 comprennent que le prochain conflit exigera de la mobilité tactique. La doctrine militaire française commence à privilégier le fusil-mitrailleur, une arme automatique légère destinée à fournir un tir de soutien mobile à l'échelle d'un groupe de soldats, et confie cette tâche cruciale à la manufacture d'armes de Châtellerault, un arsenal d'État avec son fameux MAC 24-29. Face à ce changement de paradigme, la lourde Hotchkiss est progressivement reléguée à des rôles de défense statique. On l'installe en masse dans les cloches en acier, les embrasures exiguës et les casemates de béton de la ligne Maginot. L'arme devient littéralement un meuble lourd de l'architecture défensive française, scellé dans le ciment d'une stratégie de forteresse. Pour l'immense usine de Saint-Denis, cette saturation du marché national résonne comme un premier et grave avertissement. L'entreprise tente bien de compenser cette paralysie par des exportations continues vers l'Espagne, la Pologne ou l'Amérique latine. Mais ces contrats ne peuvent masquer le déclin de son monopole en France. L'État ne passe plus de commandes massives. Pour survivre à l'effondrement inévitable des contrats militaires, l'entreprise privée accélère une diversification qui va bientôt diluer son identité profonde. Elle se tourne vers la construction automobile civile. Les mêmes chaînes qui usinaient jadis les blocs de culasse se mettent à assembler des moteurs de voitures bourgeoises. Les ouvriers de l'armement voient leurs ateliers se réduire au profit des lignes de montage de véhicules. C'est la première petite fissure dans l'édifice strictement militaire de la marque, le premier signe que la souveraineté industrielle peut s'effacer derrière la logique du marché civil. Sur le plan purement technique, l'arme commence à accuser un retard irrémédiable face à l'évolution mondiale. Le système d'alimentation par bande rigide de 24 cartouches, qui avait été un atout critique de fiabilité dans la boue de Verdun, devient un handicap flagrant face aux nouvelles exigences de cadence continue et de souplesse tactique. La concurrence étrangère et la standardisation naissante s'orientent massivement vers les bandes articulées souples en toile ou en maillons métalliques détachables. Ces systèmes permettent des tirs continus beaucoup plus longs sans obliger un pourvoyeur vulnérable à insérer une nouvelle plaque toutes les poignées de secondes. Malgré cela, Hotchkiss refuse d'abandonner son système breveté. L'entreprise s'entête, technologiquement prisonnière de la conception qui a fait sa gloire, refusant d'évoluer. Le véritable choc survient à la fin des années 1920, lorsque le ministère de la Guerre décide enfin d'abandonner la vieille cartouche de 8 mm Lebel. Ce calibre, une mesure associée ici au type de munition historique, avec son étui à bourrelet fortement conique, a toujours été le cauchemar logistique des ingénieurs d'armes automatiques. L'armée adopte un nouveau standard, le 7,54 mm, une munition moderne, sans bourrelet, conçue pour faciliter un cycle d'alimentation fluide. Logiquement,
L'ensemble du parc de mitrailleuses lourdes devrait être converti à ce nouveau standard. Mais la réalité financière rattrape immédiatement l'ambition doctrinale. Convertir, rechambrer ou remplacer l'immense parc de mitrailleuses Hotchkiss coûterait d'une fortune que la Troisième République, bientôt frappée par la crise économique mondiale des années 1930, refuse de dépenser. Les commissions de l'armement hésitent, retardent les décisions, lancent des appels d'offres timides qui n'aboutissent pas. Un programme d'armement visant à remplacer l'Hotchkiss par de nouvelles mitrailleuses de conception purement nationale s'enlise inexorablement dans la bureaucratie des ministères parisiens. En conséquence directe de ces hésitations administratives, l'armée française aborde l'aube de la Seconde Guerre mondiale avec un approvisionnement profondément fracturé. De nouvelles armes légères chambrées en 7,5 mm et des dizaines de milliers de vieilles Hotchkiss lourdes, toujours dépendantes de la cartouche de 1914. En mai 1940, lorsque les divisions blindées allemandes déferlent sur les plaines de France, la réalité du terrain vient écraser les compromis institutionnels en l'espace de quelques jours. La guerre de mouvement fulgurante rend la lourde mitrailleuse de Saint-Denis tragiquement obsolète. Ses 24 kilos, son trépied encombrant et son alimentation rigide empêchent les sections d'infanterie de se replier rapidement ou de redéployer leur puissance de feu face à une Wehrmacht équipée de mitrailleuses polyvalentes, légères et alimentées par bandes souples, comme la MG-34. Dans les ouvrages fortifiés rapidement contournés par l'ennemi ou sur les routes chaotiques de l'Exode, l'arme qui avait été le bouclier de la France 25 ans plus tôt est abandonnée par milliers. Elle est sabotée à la hâte par ses propres servants ou capturée intacte par les troupes allemandes pour équiper leur propre défense côtière ou unités de seconde ligne. La défaite cataclysmique de 1940 marque l'effondrement total de la souveraineté militaire qui soutenait l'usine. Sous l'occupation, les vastes installations de Hotchkiss tombent sous le contrôle rigide de l'industrie de guerre allemande. Le lien historique sacré entre l'entreprise privée de la banlieue parisienne et l'armée française est brutalement sectionné. L'objet massif en acier fonctionnait encore. Le système national autour de lui, en revanche, venait de disparaître. La manufacture survivait, mais l'époque qui l'avait rendue nécessaire reculait à jamais, amorçant une longue agonie pour l'identité de la marque. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'armée française se reconstruit sur un champ de ruines industrielles et doctrinales. La nation cherche à restaurer sa souveraineté militaire, mais le monde des armes à feu a définitivement basculé. Les arsenaux d'État, les dépôts coloniaux et les armureries de casernes sont remplis d'un inventaire hétéroclite composé d'armes américaines, britanniques, de prises de guerre allemandes et de milliers de vieilles mitrailleuses Hotchkiss modèle 1914 survivantes. L'institution militaire doit faire le tri. Très vite, l'arme de Saint-Denis, autrefois perçue comme le summum de la technologie française, est reléguée aux tâches secondaires et expédiée loin de la métropole. C'est dans les rizières et les jungles d'Indochine que la lourde machine de fer et de bronze va connaître sa véritable agonie opérationnelle. Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, désespérément en manque de matériel neuf, puise dans les stocks de 1914. Mais la réalité du terrain, la force implacable qui ne respecte aucune nostalgie institutionnelle, transforme l'arme en un fardeau insoutenable. Dans un conflit caractérisé par la guérilla, les embuscades foudroyantes et la nécessité d'une mobilité extrême, transporter un boîtier de culasse de plus de 20 kilos sur un trépied massif devient une condamnation. Les servants français, épuisés par la chaleur et l'humidité, supplient l'état-major pour obtenir des mitrailleuses légères à bande souple. Le système d'alimentation par bande rigide de 24 cartouches s'avère désastreux dans la végétation dense, où chaque mouvement est entravé et où le rechargement constant brise le rythme critique du tir de couverture. Le ministère de la Défense à Paris comprend que le concept même de la mitrailleuse lourde statique est mort. La concurrence étrangère et la standardisation mondiale, la quatrième force qui détruit inexorablement les exceptions nationales, imposent un nouveau modèle universel. La mitrailleuse polyvalente, capable de servir à la fois de fusil mitrailleur sur bipied pour l'assaut et d'armes de soutien sur trépied, tirant une munition moderne sans bourrelet depuis des bandes souples détachables. Avec la création de l'OTAN, la France subit une pression politique et logistique immense pour moderniser et standardiser son approvisionnement.
C'est alors que l'État français décide de prendre sa revanche institutionnelle. La souveraineté ne peut plus être déléguée à une usine privée capricieuse ou dépendante de brevets anciens. Un nouveau programme d'armement est lancé avec une directive claire. La nouvelle arme devra être conçue et fabriquée par les arsenaux d'État. En 1952, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, l'éternel rival historique de Hotchkiss, présente l'arme automatique transformable modèle 1952 ou AA-52. Conçue pour tirer une munition moderne en bande souple et fabriquée en tôle emboutie selon des méthodes industrielles économiques, l'AA-52 scelle le destin de l'Hotchkiss. L'adoption officielle de l'AA-52 marque le retour triomphal de l'arsenal public. L'armée française commence à purger méthodiquement les derniers exemplaires du modèle 1914 de ses inventaires. L'État a repris le contrôle total de sa doctrine et de ses machines. Privée des immenses appels d'offres du ministère de la Guerre, l'usine de Saint-Denis fait face à la cinquième et dernière force, la restructuration industrielle et l'effacement de la mémoire. Pour l'entreprise Hotchkiss, la fabrication d'armes n'est plus tenable. Maintenir des ouvriers hautement qualifiés, des forges spécialisées dans le traitement thermique des canons et des bancs d'épreuve pour une arme que plus personne ne veut acheter est un non-sens économique. La direction prend alors une décision radicale qui va définitivement diluer son identité. Elle tourne le dos à son histoire militaire. Les chaînes de production de Saint-Denis sont entièrement reconfigurées. Là où l'on usinait l'acier des armes qui avaient sauvé Verdun, on se met à assembler sous licence des véhicules tout-terrain pour l'armée, la fameuse Jeep Hotchkiss M201. Le paradoxe est total. Le nom de l'entreprise est toujours présent sur les contrats de l'État, il est toujours visible dans les casernes, mais il n'est plus frappé sur le métal d'une arme souveraine, il est embouti sur le capot d'un véhicule de conception américaine. Parallèlement, l'entreprise se lance dans la production de camions, de tracteurs agricoles et de voitures civiles de luxe. La division armement n'est plus qu'un bureau d'études fantôme, tentant vaguement de proposer des pistolets mitrailleurs sans succès face à une administration militaire qui ne lui fait plus confiance. Dans les années 1950 et 1960, l'effondrement institutionnel de la marque s'accélère à travers une série de fusions financières. La société est absorbée par Brandt, puis rachetée par le groupe Thomson Houston, avant que la branche automobile ne finisse par disparaître, ces usines étant en partie reprises par Peugeot. Les anciens ateliers de la banlieue parisienne, où des milliers de munitionnettes avaient forgé la victoire 40 ans plus tôt, sont démantelés, vendus ou rasés pour faire place à de nouvelles zones urbaines. L'infrastructure physique qui soutenait la puissance de feu de la France est effacée du paysage. Il n'y a pas eu de grande cérémonie pour marquer la fin de la mitrailleuse Hotchkiss. Elle n'a pas été vaincue par un défaut de conception. Elle a été asphyxiée par la paix, dépassée par la doctrine, ruinée par la standardisation et liquidée par la finance. L'atelier d'armement a fermé, les contrats ont disparu, l'armée a changé d'arme, la machine s'est tue, les ouvriers sont partis, l'arsenal privé s'est effondré. Le nom n'est plus qu'une marque de voiture. L'État avait repris son pouvoir. L'institution militaire avait définitivement tourné la page, abandonnant ce monument d'acier au silence des archives et à la poussière des collections. La mort de la mitrailleuse Hotchkiss dans l'arsenal français n'a pas été suivie par une résurrection militaire de la marque. Le nom a survécu pendant un temps, gravé sur des calandres de voitures civiles et des véhicules tout-terrain, avant de sombrer définitivement dans les restructurations des années 1970, absorbées par de grands groupes industriels. L'entreprise privée, qui avait autrefois rivalisé avec les immenses manufactures d'État, a cessé d'exister en tant qu'entité indépendante. Le système d'alimentation rigide et le lourd canon refroidi par air ont été effacés des doctrines de tir, relégués au rang d'impasse technologique face à l'ère de la standardisation et de l'interopérabilité imposée par la guerre froide. Dans les décennies qui ont suivi, la préservation de cette machine d'acier massif a glissé des mains de l'État vers celles des conservateurs, des historiens et d'une communauté de collectionneurs dévoués. Aujourd'hui, l'arme n'est plus étudiée pour sa puissance de feu tactique, mais comme un artefact industriel fondamental. Dans les salles froides des archives militaires, au mémorial de Verdun, ou dans les vitrines du musée de l'armée aux Invalides à Paris, la mitrailleuse repose, inerte et définitivement démilitarisée. Les passionnés d'histoire de l'armement français ne cherchent pas à ranimer la violence de l'objet. Ils préservent la mémoire d'un usinage,
l'empreinte d'une époque où des milliers de travailleurs banlieusards façonnaient des pièces de bronze et d'acier capables de résister à la boue et au sang. Cette culture de la préservation permet de comprendre une réalité institutionnelle oubliée. Comment une nation s'est appuyée sur l'entreprise privée quand ses propres arsenaux ont vacillé? Mais pourquoi ce modèle précis, aujourd'hui supplanté et obsolète, conserve-t-il une importance historique si cruciale? Le modèle 1914 compte parce qu'il incarne une rupture définitive dans la relation entre l'ingénierie civile et la souveraineté militaire française. Avant la société Hotchkiss, le dogme voulait que seules les manufactures nationales, comme la manufacture d'armes de Saint-Étienne, détiennent la légitimité de concevoir les armes réglementaires. Ces équipements officiellement validés et distribués massivement par l'État pour équiper la nation en armes. L'usine de Saint-Denis a pulvérisé cette certitude. Elle a prouvé que la flexibilité du capital privé, associée à une invention audacieuse comme le mécanisme par emprunt des gaz, pouvait surpasser les commissions bureaucratiques les plus prestigieuses. Plus encore, sur le plan strictement technologique, le mécanisme a démontré la viabilité du refroidissement par air pour le tir continu, ouvrant la voie à des générations d'armes automatiques à travers le monde. L'héritage technologique de cette ingénierie parisienne a d'ailleurs connu un prolongement surprenant, loin, très loin, des frontières de l'Hexagone. Bien après que l'armée française eut déclassé l'arme pour adopter la mitrailleuse standardisée de l'État, l'ADN mécanique de la société Hotchkiss continuait de dicter la loi sur d'autres continents. L'Empire du Japon, qui avait acheté des licences et copié le système dès le début du siècle, a basé la quasi-totalité de ses mitrailleuses lourdes de la Seconde Guerre mondiale, comme la tristement célèbre Type 92, sur le brevet français. Les soldats américains, affrontant les forces japonaises dans la jungle du Pacifique en 1944, essuyaient le feu d'une mécanique dont les plans fondamentaux avaient été dessinés 60 ans plus tôt dans un bureau d'études de la Seine-Saint-Denis. C'est le paradoxe ultime de cette industrie. La conception a survécu à son créateur et à l'armée qui l'avait rendu célèbre. Pourtant, si l'on se rend aujourd'hui à Saint-Denis, sur le site originel de l'immense complexe industriel qui portait autrefois le nom du fondateur américain, il ne reste presque rien de cette histoire monumentale. La fermeture de l'usine et la restructuration financière n'ont pas seulement effacé une ligne de production. Elles ont gommé l'identité d'un quartier tout entier. Les grands ateliers en briques, les cheminées fumantes et les bancs d'épreuves assourdissants ont été remplacés par des parcs d'activités tertiaires, des immeubles de bureaux en verre et des zones commerciales modernes. La classe ouvrière qui usinait le métal pour la défense nationale a été dispersée. Seule une discrète rue Hotchkiss subsiste dans le tissu urbain, un simple panneau de signalisation que les passants croisent tous les jours, sans imaginer qu'à cet endroit précis, la nation française venait forger sa propre survie matérielle. L'histoire de la mitrailleuse Hotchkiss nous enseigne une leçon cruelle sur la nature de l'industrie militaire. La qualité technique d'un objet ne garantit jamais sa pérennité institutionnelle. L'arme était robuste, redoutablement fiable, et elle a incontestablement tenu les lignes d'une génération. Mais l'objet fonctionnait encore alors que le système autour de lui disparaissait. Elle aura été victime de la paix, qui a asséché les budgets, puis victime des changements doctrinaux qui exigeaient de la mobilité tactique, et enfin victime d'une politique de standardisation qui refusait de s'encombrer de modèles singuliers. Une arme n'est pas seulement un assemblage de canons, de culasses et de ressorts. C'est le reflet exact d'une époque, d'un besoin logistique et d'une volonté d'État. Quand la politique, les alliances et la doctrine changent, l'acier le plus solide perd sa fonction. La marque s'est éteinte, diluée dans l'anonymat des restructurations corporatives. Mais derrière une vitrine scellée du musée des Invalides, sous une lumière froide et silencieuse, un lourd bloc de bronze et d'acier porte encore le marquage gravé Hotchkiss Paris, témoin immobile d'une époque où une usine de banlieue tenait le destin d'un empire entre ses mains. À très bientôt pour la prochaine histoire.